Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui l'économiste Laurent Bérébi qui publie Monnaie et Capital, la nouvelle économie patrimoniale chez Odile Jacob. Un livre très important pour comprendre l'économie d'aujourd'hui, son instabilité et les injustices qu'elle engendre. Et la star du violoncelle, Astrid Cyranossian, qui sera en concert à la Philharmonie de Paris le 1er décembre pour son album Dire Mademoiselle, en hommage à Nadia Boulanger, une femme extraordinaire, méconnue en France, célébrissime aux États-Unis, car elle fut la professeure d'Igor Stravinsky, de Philip Glass, d'Astor Piazzolla, de Michel Legrand, de Quincy Jones. Astrid Cyranossian qui joue également en soliste sur 2 autres disques, l'un consacré à Saint-Saëns, l'autre à Pierre Boulez. Et l'on commence comme d'habitude par les images que vous avez choisies pour illustrer notre époque. La première, c'est une représentation du patrimoine. Sachant que lorsqu'on voit cette représentation, on a quelque chose de plutôt figé, alors que le patrimoine a en sous-jacent la dimension de dégager le bien-être pour celui qui le détient. Par exemple, lorsque vous détenez votre résidence principale, il y a un bien-être matériel pour vous, évidemment. Les sacs de dollars représentent plutôt les actifs financiers. Ces actifs financiers, par les revenus qu'ils génèrent, ça dégage aussi pour celui qui les détient du bien-être. En revanche, il y a une partie qui est la monnaie, qui ne dégage aucun bien-être sur le moment. Donc ça, c'est la première image. Deuxième image. Et la deuxième image, et là aussi, c'est la dimension qui est fondamentale du patrimoine, c'est qu'en fait, le patrimoine, il y a une dimension de transmission. Et finalement, la vie ne prend véritablement de sens lorsqu'on prend en compte cette dimension de transmission. Alors ici, il y a notamment la dimension de transmission en ce qui concerne un héritage, par exemple, sur la maison d'un des 2 parents. Il y a aussi la dimension de transmission en ce qui concerne le capital terre. Et donc ça, c'est excessivement important pour redonner du sens, finalement, à l'économie. Eh bien, commençons par votre livre, Laurent Bérébi. Vous publiez donc chez Odile Jacob Monnaie et Capital, la nouvelle économie patrimoniale. Alors pour bien comprendre ce que vous allez nous expliquer, il faut commencer par décrire ce que vous appelez le paradoxe de la pauvreté dans l'abondance, qui caractérise notre économie depuis la fin du siècle dernier. Les banques centrales, expliquez-vous, alimentent le système de manière infinie en nouvelles monnaies. Oui. C'est ça la vraie caractéristique, si j'ai bien compris. De la politique économique actuelle, oui. Ouais. Alors cette caractéristique, elle a finalement un fondement qui peut paraître un peu décalé par rapport à tout ce qu'on a connu auparavant. Puisqu'auparavant, lorsque la Banque centrale alimentait de manière infinie l'économie, ça faisait de l'inflation. Et donc, c'était quelque chose qu'elle devait combattre absolument. L'inflation, on ne s'en souvient pas tous, mais les prix montaient. Les prix montaient, les salaires montaient aussi, et finalement, l'ensemble des prix montait. Et finalement, la Banque centrale combattait justement cet excès de monnaie. Aujourd'hui, c'est le paradoxe actuel du côté des banques centrales, c'est qu'on a en face de soi un excès de monnaie qui est généré par les banques centrales. Alors la raison, et la question qu'on peut se poser, c'est pour quelle raison ? Pourquoi le font-elles d'abord ? Exactement. Est-ce que c'est pour combattre les crises, pour combattre les dépressions ? C'est, en fait, de manière fondamentale, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles ont le sentiment que si les marchés financiers baissaient de manière importante, que ces cracks vont générer des dépressions. Et donc pour éviter justement ces dépressions, on soutient les actifs financiers par cette politique monétaire qu'on qualifie de quantitative, c'est-à-dire par l'injection directe de monnaie sur les marchés financiers par les banques centrales. Quantitatif aussi, on emploie ce mot pour ne pas dire qualitatif, justement. À croire qu'au fond, c'est une espèce d'injection aveugle. Exactement, c'est une espèce d'injection aveugle. Et finalement, c'est une injection qui, par rapport à la création monétaire, parce que qui veut dire création monétaire veut dire aussi normalement crédit. Et lorsque cette création monétaire, cette création de monnaie se fait par l'intermédiaire des crédits, logiquement, ça doit aller dans l'économie réelle, ce qu'on appelle véritablement l'économie productive. Cette injection de monnaie par les banques centrales aujourd'hui va sur les marchés financiers. Et donc, finalement, alimente les prix des actifs financiers et pas véritablement directement la sphère économique et la sphère réelle. Alors moi, j'ai grandi, je me souviens, adolescent, il y avait Raymond Barre, qui était ministre de l'économie. Oui. Vous vous en souvenez aussi, peut-être Astrid s'en souvient moins, elle est plus jeune. Mais Raymond Barre, c'est le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, parce que Raymond Barre, c'était la rigueur. C'est la rigueur. C'était le combat contre l'inflation. Combat contre l'inflation, combat aussi contre l'excès des déficits publics.
Et donc, finalement, la politique économique qu'on avait à cette époque, la fin des années 70 et début des années 80, c'était véritablement une politique de rigueur économique pour créer finalement un environnement favorable à la création de richesses par l'entreprise. C'était ça la politique économique. Et jamais il serait venu à l'idée d'injecter de la monnaie parce que ça aurait encore accentué l'inflation, justement. Non, justement, oui, exactement. Et surtout, on ne serait pas finalement dans un état d'esprit qui chercherait absolument à éviter que le prix des actifs baisse, parce que finalement, ce filet de sécurité qu'on déploie n'est absolument pas libéral. Puisque concrètement, vous encouragez la hausse du prix des actifs financiers, bien au-delà de ce qu'on qualifie des prix fondamentaux, c'est-à-dire des prix qui correspondent véritablement à leur valeur réelle. Et donc, finalement, vous empêchez la liberté du marché à s'ajuster correctement, c'est-à-dire à aboutir finalement au prix normal. Et ça, c'est absolument pas libéral comme politique économique. Au fond, l'injection massive de nouvelles monnaies dans l'économie, ça favorise, dites-vous, les bulles. Oui, les bulles financières, les bulles spéculatives. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup, c'est la bulle technologique, voilà, exactement. La bulle immobilière, voilà. Sans dire. Exactement. Et ça, c'est dès l'instant que vous injectez massivement de l'argent comme ça, de façon quantitative, il vient se nicher. Il y a eu la bulle de l'art contemporain aussi, oui, on s'en souvient. Exactement. Il y a toujours d'ailleurs. Ouais. Et au-delà de ça, finalement, on est dans et on va l'aborder, mais aussi on est dans un nouveau régime économique qui ne correspond plus finalement au régime économique qu'on avait des années 70 à 90. C'est pour ça que tout le monde est perdu aujourd'hui. Voilà, exactement. Et un régime économique où finalement c'est une économie de bulles sans inflation. Et indépendamment de ce que font les banques centrales aujourd'hui. Et ces bulles, comme vous l'avez dit, on a eu la bulle Internet à la fin du XXe siècle. On a eu ensuite la bulle immobilière, notamment aux États-Unis lors de la crise précédente. Qui a donné la crise des subprimes. Des subprimes, exactement. Et là maintenant, on a une bulle ou des bulles qui concernent à la fois les marchés financiers, qui concernent à la fois les marchés immobiliers, parce que là aussi, on a de nouveau une explosion des prix immobiliers, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. Et finalement, cette politique monétaire ne fait qu'alimenter cette instabilité financière. Ouais. La photo qu'on a, qui est derrière vous, là on voit des très beaux quartiers parisiens, la valeur de tous ces actifs a considérablement augmenté depuis 25 ans. Énormément. Je veux dire, par exemple, si on prend uniquement le cas de la France, je ne vais même pas parler des cas des États-Unis, c'est absolument hallucinant, mais le cas de la France, en fait, on a une richesse patrimoniale de la France qui est l'équivalent de 9 fois le PIB, quasiment. Donc c'est considérable. Oui, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on fabrique comme nouvelle richesse chaque année, c'est rien par rapport à l'énorme richesse sur laquelle on est assis. Exactement. Ouais. Et idem aux États-Unis. Et alors, parallèlement à ça, il y a une distribution du patrimoine. Qui est très injuste, mais on va y venir. Okay. Mais à part le fait que ça engendre des bulles, ça fait aussi exploser la dette publique. S'il y a une telle dette publique, c'est parce que les taux d'intérêt sont bas. Et pourquoi les taux d'intérêt sont bas ? C'est justement, c'est une façon d'injecter de l'argent. Oui, mais les taux d'intérêt sont bas parce que justement, on essaye de colmater l'appauvrissement de la classe moyenne par des aides qui, au début, sont transitoires, mais qui deviennent par la suite pérennes. Et donc, finalement, vous accroissez considérablement les dépenses publiques. Alors, en contrepartie de ça, vous êtes obligé de faire des efforts quelque part pour limiter justement cet accroissement des dépenses publiques. Mais en même temps, comme on ne peut pas accroître les recettes indéfiniment, eh ben on creuse le déficit public. Vous voulez dire qu'en fait, on creuse le déficit public, par exemple, pour payer un peu mieux les infirmières, parce que les infirmières râlent d'autant plus qu'elles voient le patrimoine immobilier des plus riches grossir. Alors, finalement, il y a une véritable problématique de la valeur travail aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le nouveau régime dans lequel on est, le travail n'a pas ce à quoi il a droit. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Tout le monde en a un peu l'impression, de toute façon. Voilà, l'impression qu'il vaut mieux avoir du capital que de travailler. Exactement. Et au-delà de ça, finalement, pourquoi on a cette impression-là ? C'est que, alors, il y a une dimension qui est fondamentale dans le libéralisme et qui est souvent sous-entendue, mal explicitée, c'est la dimension d'équité. C'est-à-dire que le libéralisme, par la libre force des marchés, on va dire, fait que chacun capte ce à quoi il a contribué dans la communauté.
à quoi il a contribué sous forme de bien-être matériel, on va dire. C'est inégalitaire, mais au fond, c'est juste. Exactement. Du point de vue des libéraux. Exactement. Si vous contribuez à hauteur de 10 pour le bien-être de la communauté, vous avez 10. Si vous contribuez à hauteur de 100, vous avez 100. Si vous avez contribué à 0, vous avez 0. Ça, c'est le libéralisme. Dans le nouveau régime actuel dans lequel on est aujourd'hui, que je qualifie de non classique justement dans le livre, eh bien, cette dimension d'équité a disparu. Donc finalement, le travail n'a plus ce à quoi il aurait dû droit d'avoir. D'accord. Voilà. On y reviendra parce que c'est important. Mais alors, la question qu'on se dit, c'est quand on voit tout cet argent qui est déversé dans l'économie, on se dit, au fond, ça devrait nous enrichir. Oui. Nous enrichir tous. C'est-à-dire qu'on devrait être plus riche qu'on ne l'était il y a 25 ans. Oui. Est-ce qu'on l'est? Alors, fondamentalement, on l'est. Maintenant, de manière artificielle, on l'est beaucoup trop, compte tenu de cette monnaie qui est injectée sur les marchés financiers. Et puis, mais encore une fois, cette richesse est trop inégalement répartie. Et donc, finalement, cette hausse de la richesse, cet enrichissement, aujourd'hui, profite véritablement à une minorité. Vous dites à ceux qui ont le plus de patrimoine, non seulement elle bénéficie davantage à ceux qui ont du patrimoine qu'à ceux qui travaillent, y compris ceux qui gagnent très bien leur vie en travaillant, ça ne suffit pas. Oui, il vaut mieux avoir du patrimoine que même être très très bien payé. Exactement. et surtout, ceux qui en profitent le plus, c'est ceux qui ont beaucoup de patrimoine. Automatiquement, parce que vous encouragez finalement la hausse du prix des actifs. Finalement, vous créez un aléa moral lorsque vous établissez ce filet de sécurité à la baisse du prix des actifs. Et en établissant justement cet aléa moral, vous dites simplement aux investisseurs, vous pouvez investir comme vous voulez, de toute façon, vous ne prenez aucun risque. Et donc, comme vous ne prenez pas de risque, finalement, les investisseurs continuent à investir. Et comme en continuant à investir, le prix des actifs monte beaucoup, énormément, bien au-delà des fondamentaux. Et ceci profite d'abord à ceux qui ont un patrimoine, évidemment à ceux qui ont un haut patrimoine, et absolument pas à ceux qui n'ont pas de patrimoine. Et je dirais même plus. C'est-à-dire que du point de vue du bien-être qu'on a vu tout à l'heure sur la photo, finalement, vous encouragez les bulles immobilières. Ces bulles immobilières écartent de plus en plus la classe moyenne de l'accession à la propriété. Oui, non seulement, même si je gagne très très bien ma vie, j'ai quasiment aucune chance de pouvoir m'acheter l'appartement qui est derrière vous. Mais pire encore, si je suis propriétaire de l'immeuble qui est derrière vous, ça vaut mieux que d'avoir une entreprise qui marche très très bien. Absolument. Ça vous rapporte plus, c'est plus tranquille, sans risque. C'est ça, voilà. C'est le contraire du libéralisme, c'est même le contraire du capitalisme. Exactement. Finalement, la finance casino, comme on peut le qualifier, mais aussi la rente, finalement, sont l'antithèse du libéralisme et l'antithèse de l'entrepreneuriat. Et donc, ça pose énormément de questions, parce que si le système continue à dériver comme ça veut dire qu'il n'y aura plus de création de richesse par l'entreprise. C'est déjà un peu le cas. Voilà, il y en a de moins en moins, de toutes les manières. Il y en a de moins en moins. La croissance est très faible. Voilà, la croissance a été excessivement faible sur, on va dire, la dernière décennie, puisque, en fait, dans les pays développés, en fait, cette croissance, lorsqu'on prend le PIB par tête, c'est-à-dire la richesse qui est dégagée par habitant, eh bien, si on prend l'exemple de la France, on était sur la dernière décennie, avant la crise due à la pandémie, on était sur un rythme de 0,5% de croissance par an, alors que si je regarde finalement les années 70-80, on était sur des rythmes de 2,5 à 2%. Donc on est dans une dynamique de création de richesse qui est très faible. Et cette faiblesse importante, finalement, de cette création de richesse est une conséquence de ce qu'on observe sur les actifs aujourd'hui. Ce qu'on observe aussi, c'est que ce sont les valorisations extrêmes en bourse. Oui. Et elles sont complètement déconnectées de l'économie réelle. Complètement. Ça n'a strictement rien à voir. La capitalisation d'Apple, d'Amazon, de Microsoft, c'est-à-dire plus de 1500 milliards de dollars. Aucune entreprise n'était arrivée à là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens économique. Ça, il faut être clair. Amazon a beau avoir le succès qu'il a, ça ne vaut pas ça. Ça ne vaut pas ça, exactement. Ouais. Et finalement, on tire un peu des plans sur la comète, c'est-à-dire on voit très très loin pour dire, voilà, on capitalise finalement les profits d'Amazon au lieu de les capitaliser pour le siècle sur 10 prochain. ans, voilà, jusqu'à, on va dire, 2050. Mais globalement, cette valorisation est totalement artificielle.
Et ce qui fait l'artifice de cette valorisation, encore une fois, c'est non seulement le régime nouveau économique dans lequel on est, mais aussi les banques centrales. C'est le fait qu'elles injectent massivement de l'argent. Exactement. Si les banques centrales n'injectaient pas massivement de l'argent, Apple ne serait vraisemblablement pas l'entreprise la mieux capitalisée de l'histoire. Exactement. Et donc, finalement, en fait, véritablement le sujet, c'est comment sortir de cette politique-là. C'est-à-dire, déjà, pourquoi les banques centrales ont cette vision-là, qui est une vision biaisée, qui consiste à soutenir les marchés financiers, mais qui crée finalement de plus en plus d'instabilité au sein de la communauté, justement par les inégalités qu'elles entretiennent, mais aussi... Elles fabriquent du gilet jaune, au fond, ce que vous dites. Voilà, elles fabriquent du gilet jaune, mais elles fabriquent finalement... finalement, le dépeuplement du centre politique au profit des extrêmes est une conséquence de ce que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire avec ces inégalités de plus en plus importantes, que ça soit sur la valeur travail, ou que ça soit sur le patrimoine. Mais vous dites également qu'au fond, ce système provoque l'atrophie, ces injections de liquidités massives provoquent l'atrophie des banques commerciales. Oui. Les banques auxquelles nous avons affaire, nous tous, à la fois pour mettre de l'argent à la banque, mais aussi pour acheter un bien immobilier ou une voiture, au fond, elles sont pénalisées par le système ? Exactement, puisque en fait, les banques sont rémunérées à partir des taux d'intérêt qu'elles font sur les crédits. Lorsque vous appliquez une politique monétaire de taux négatifs, ce qui est le cas aujourd'hui, en fait, les taux sur les crédits sont excessivement faibles. Et ce qu'on appelle la marge d'intermédiation, c'est-à-dire le différentiel qu'elles ont entre les ressources et les crédits, donc ça veut dire globalement entre le coût des dépôts et les crédits, cette marge d'intermédiation devient ridicule. C'est pour ça qu'elles hésitent à prêter de l'argent et aux entreprises et aux particuliers. Alors, c'est pour ça qu'elles hésitent à prêter de l'argent lorsque c'est risqué, mais c'est pour ça qu'elles n'hésitent pas à prêter de l'argent pour ceux qui ne sont pas à risque, et notamment pour les hauts patrimoines. Donc finalement, on entretient, encore une fois, cette différenciation et ces inégalités patrimoniales. Les gilets jaunes, c'est à la fois les injustices vis-à-vis des plus riches, mais aussi vis-à-vis d'un système qui, de leur point de vue, leur a tourné le dos. Et en l'occurrence, les banques commerciales en font partie. Alors il y a ça, mais c'est tout un système, en fait. En fait, l'ensemble des acteurs économiques sont prisonniers du système. Lorsqu'on fait de l'économie, je l'ai découvert aussi en écrivant ce livre, c'est que finalement, le système est plus fort que tout. Alors, de manière individuelle, vous allez chercher à utiliser ce que vous savez faire de mieux pour mettre à profit ce système-là. Mais le système domine. Il est dominant sur Et surtout, personne ne le gouverne. Voilà. C'est ça qui est le plus difficile à admettre, notamment par les gens qui défilent derrière vous. Ils pensent qu'il y a des responsables, ils pensent qu'il y a des gens qui tiennent les manettes. Alors, quand on lit votre livre, on se dit non, personne ne tient les manettes. Personne ne tient les manettes. En fait, chacun, justement, c'est le principe du libéralisme. C'est-à-dire, c'est la main invisible d'Adam Smith. Finalement, chacun agit dans son propre intérêt personnel, mais le système fera en sorte que la richesse qui sera créée par le système libéral soit maximale et soit répartie de manière équitable. C'est ça le libéralisme. Mais le système est plus fort que l'individu. Et le Bitcoin, à plus de 60 000 $, c'est aussi une conséquence évidemment de l'injection massive de liquidités sur le marché. Mais certains y voient quelque chose de très contestataire, de très révolutionnaire. Vous l'analysez comment ? Non, alors justement, il faut lire aussi le livre pour le comprendre complètement, mais c'est vraiment développé dans le livre. Et c'est une dimension majeure du livre, c'est que finalement, il y a au sein du libéralisme, l'excès de monnaie est nocif. Donc avant, c'était la monnaie qui était nocive, c'était la monnaie classique, c'est-à-dire la monnaie de transaction, qui faisait l'inflation et qu'on combattait finalement par la politique monétaire des taux d'intérêt. Taux directeurs, on augmentait les taux pour réguler justement cet excès la dévaluation aussi, on pouvait se servir de la dévaluation. Voilà, mais la dévaluation était aussi souvent la conséquence d'un excès de monnaie qui avait été généré auparavant. Donc ça, c'est, on va dire, le régime classique. Dans le régime dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire le régime non classique, il y a une forme de monnaie nocive qui est nouvelle et que je qualifie de monnaie patrimoniale. Cette monnaie patrimoniale, elle est générée par le système. Alors on pourra expliquer pourquoi après et comment, mais elle est générée par le système. Et c'est cette monnaie patrimoniale qui, lorsqu'elle gonfle, et elle gonfle de plus en plus parce qu'elle est sans cesse générée par le système, eh bien le système dépérit.
Et quand je parle du système, c'est le système entrepreneurial. C'est le système de création de richesse réelle. C'est le système de richesse productive. Et donc, c'est cette monnaie patrimoniale qui est nocive. Et cette monnaie patrimoniale, on la retrouve notamment sous des formes de monnaie. Alors avant, il n'y avait que l'or. Mais aujourd'hui, il y a le bitcoin, il y a toutes ces monnaies virtuelles. Ce serait un refuge, au fond, comme l'était l'or autrefois. Voilà, c'est un refuge, mais c'est un refuge parce que cette monnaie patrimoniale, en fait, est utilisée dans un cadre spéculatif. C'est-à-dire que finalement, elle n'est pas destinée à être réinjectée directement dans l'économie réelle. Elle est peut-être utilisée, et c'est sa seule utilisation possible, c'est pour la spéculation. Et donc, la spéculation, c'est toute forme d'actifs, et notamment ces nouvelles formes de monnaie. Au fond, de spéculer sur l'argent, aujourd'hui, c'est plus rentable oui. que d'investir dans une entreprise, exactement. Dans l'économie réelle. Voilà, et c'est comme ça qu'on pénalise finalement l'investissement dans les entreprises. C'est comme ça qu'on pénalise l'entreprise, et c'est comme ça qu'on pénalise la création de richesse. Est-ce qu'il est clair, Astrid ? Tout à fait. Non, c'est très clair. C'est vrai que ça paraît très complexe, mais non, c'est bien expliqué. Et à partir de là, votre livre, vous nous expliquez ce que c'est que la nouvelle économie patrimoniale. Oui. Alors, on va avoir une pause, mais on a 3 minutes. Pourquoi la nouvelle économie patrimoniale, d'abord ? Alors, pourquoi la nouvelle économie patrimoniale ? Déjà, il faut définir ce qu'est le sens du mot économie. Moi, je l'ai découvert aussi en écrivant ce livre-là, parce que c'est quelque chose on ne se pose pas la question. C'est quoi l'économie ? En fait, l'économie, ça vient de 2 mots grecs, oikos et nomos. Oikos, ça veut dire la maison. D'où la photo du début. Voilà, exactement. Et donc, et nomos, alors ça a différents sens, ça veut dire administrer, gérer, partager, mais aussi un sens d'ordre, de règles. Et donc, finalement, lorsque vous mettez ces 2 mots bout à bout, en fait, le mot économie signifie vous gérer, administrer de manière optimale les ressources que possède la maisonnée, donc la communauté, pour partager finalement le bien-être matériel que vous générez à partir de ces ressources-là. Ça, c'est l'économie. Aujourd'hui, l'économie est vue sous l'angle, on va dire, sous l'angle de la sphère productive, c'est-à-dire offre-demande. Et lorsqu'on parle de libéralisme, on dit, voilà, le libéralisme, c'est destiné à ce que le consommateur achète au prix le plus bas possible son bien de consommation, service, bien de consommation. En fait, lorsque vous dites ça, vous ne vous intéressez pas à la distribution de la richesse qui est produite. Cette distribution de la richesse qui est produite, eh bien, on la capte par la dimension patrimoniale. Puisque c'est en détenant une forme de capital, alors ça peut être le capital humain, main-d'œuvre, ça peut être le capital terre, donc le capital foncier, ça peut être aussi le capital physique productif, donc les machines qu'on a, par exemple, dans les entreprises, et qui sont détenues, on va dire, par l'entreprise et le capital financier. C'est en détenant une forme de capital que vous captez une part de la richesse produite. Et donc, lorsqu'on regarde justement sous l'angle patrimonial, eh bien, ça veut dire qu'on regarde la distribution de la richesse qui est produite. Et au fond, on a l'impression que quand on parle du néolibéralisme, oui. C'est une sorte d'idéologie dont personne ne se réclame. Ne se réclame plus. Ou ne se réclame plus. Au fond, ce dont vous nous parlez, ce libéralisme qui s'est éloigné des dogmes du libéralisme, c'est le néolibéralisme ? Alors, oui, c'est parce que, en fait, on comprend mal finalement ce qu'est le libéralisme. Parce que aussi, vous avez d'un côté les entreprises, de l'autre la sphère financière, de l'autre la sphère bancaire. Et finalement, chacune des sphères ne comprend pas exactement comment fonctionnent les autres. Et on ne comprend pas véritablement comment s'imbriquent les sphères les unes dans les autres. Et donc ça aussi, c'est l'un des intérêts du livre, c'est de comprendre finalement ce qu'apporte chacune des sphères. Et de comprendre finalement aussi pourquoi l'excès de monnaie, qui ne dépend pas du tout des entreprises, mais l'excès de monnaie doit être régulé. Et c'est tout l'objectif du livre, c'est comment justement réguler cet excès de monnaie pour créer le maximum de richesse par l'entreprise. On fait une pause, Laurent Bérébi, on se retrouve juste après, vous allez nous expliquer ça. Nous sommes toujours avec la violoncelliste Astrid Siranossian. On va parler dans
quelques minutes de ses disques et de son concert à la Philharmonie. Et l'économiste Laurent Bérébi pour son livre « Monnaie et capital, la nouvelle économie patrimoniale ». C'est justement cette économie patrimoniale que vous allez pouvoir nous expliquer tout de suite. Vous l'avez dit, l'économie classique est basée sur la loi de l'offre et de la demande. Oui. D'accord. Elle confine donc l'économie à la sphère réelle productive. Voilà. Vous dites qu'à cette sphère productive, il faut ajouter la sphère monétaire, les banques, et la sphère financière, les marchés financiers. Exactement. Sinon, on ne comprend rien. Sinon, on n'arrive pas à tout comprendre. Oui. Ouais. Et sinon, on a une vision biaisée du fonctionnement économique. Par exemple, si vous vous intéressez justement à la sphère réelle, vous avez le sentiment que toute l'instabilité est due à la sphère réelle. Ah non, l'instabilité, elle peut être... elle a comme origine, pour beaucoup, à la fois la sphère bancaire et à la fois la sphère financière. Donc en fait, on se prive d'une grille et d'une clé de compréhension du fonctionnement économique. Mais ça paraît une évidence. Quand je vous lis, je me dis, bah oui, c'est évident qu'à voilà. côté de la sphère des entreprises, de l'économie réelle, il y a évidemment une sphère bancaire et une sphère des marchés financiers. On n'arrête pas d'en parler tout le temps. Exactement. Mais on a le sentiment, encore une fois, l'approche qui est adoptée aujourd'hui, c'est que finalement, la sphère réelle, si on c'est elle qui doit générer l'instabilité. Et donc, si on peut pas, s'il n'y a pas d'instabilité qu'on voit au sein de la sphère réelle, finalement, c'est pas la peine de la combattre. Exemple aujourd'hui, avant l'instabilité qui était générée dans la sphère réelle, elle se lisait par l'inflation. Donc on disait, il y a une instabilité dans la sphère réelle qui est en train de créer, donc il faut combattre justement cette inflation et donc cet excès de monnaie. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation. Et donc finalement, on se dit... Ça commence un peu. Ça commence un peu. On pourra revenir. Mais pendant les 20 dernières années, il n'y a jamais eu d'inflation. Et donc on se dit, finalement, comme il n'y a pas d'inflation, il n'y a rien à combattre dans la sphère réelle, elle est magnifique. D'où la génération aussi de richesses extraordinaires sur les marchés financiers, en se disant tout est bien, tout va très bien, tout va pour le mieux. Il y a l'abondance. Il y a l'abondance. Et l'abondance qui est ordonnée, puisqu'il n'y a pas d'inflation. Ça n'empêche que s'il y a justement, et c'est décrit dans le livre aussi comment, il y a un phénomène qui se passe, qui fait qu'il y a cette monnaie patrimoniale, lorsqu'elle est générée, en fait, elle se retire de la sphère réelle, puisqu'elle n'est pas réintroduite dans la sphère réelle. Quand j'achète un immeuble, c'est autant d'argent que je ne mettrais pas dans une entreprise. Oui, si l'immeuble, il n'a pas été, si c'est pas un immeuble qui vient d'être construit. Oui, bien sûr. Voilà. Si j'achète un vieil immeuble, voilà, celui-là, quoi. Exactement. Et donc finalement, cette monnaie, elle est destinée à faire gonfler le prix des actifs. Et en faisant gonfler le prix des actifs, vous créez davantage de demande, parce qu'il y a un effet de richesse aussi. Et cet excès de demande qui est artificiel, puisque c'est dû à une spéculation à des prix des actifs qui sont trop hauts, dissimule finalement la véritable déflation au sein de l'économie. Et donc, l'un dans l'autre, vous n'avez pas d'inflation, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'inflation, que tout va pour le mieux, alors que ce n'est pas le cas. Et vous voulez redonner une place importante à l'État. Oui. Bercy, le ministère des Finances, vous voulez le remettre à sa place. Oui. Qui serait quoi ? Alors, qui serait quoi ? Et déjà, c'est, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème de nos économies, c'est un excès de monnaie patrimoniale qui est généré par le système, mais que ne peut pas combattre finalement la Banque centrale. C'est ça qui est étonnant. C'est que la Banque centrale, qui est à l'origine finalement de la création de monnaie, ne peut pas combattre cet excès de monnaie nocif. Et donc finalement... Elle ne peut pas arrêter demain d'injecter de l'argent. Elle peut arrêter demain d'injecter de l'argent, mais pour autant, si elle le fait... Alors oui, elle aura eu raison, c'est-à-dire que finalement, tout va s'écrouler. C'est ça. Tout va s'écrouler, et donc finalement, on a le sentiment qu'elle est prise au piège. Mais elle est prise au piège finalement d'une carence de théorie économique et d'une carence finalement de compréhension de ce qui se passe véritablement au sein du système. D'où votre livre, voilà. Qui est une théorie, qui est le début d'une théorie. Voilà, exactement, et qui est le début d'une théorie, mais d'une théorie, on va dire, qui ne cherche pas à se couper, à être une fracture par rapport à tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. C'est-à-dire que finalement, la suite, qui est déjà écrite, c'est l'ensemble, c'est une théorie générale qui intègre toutes les théories que l'on connaît aujourd'hui, que ce soit la théorie classique, la théorie keynésienne, Marx et le nouveau régime. J'ai hâte de le lire, mais restons sur le premier volume pour l'instant. Voilà, restons sur le premier volume. Et donc finalement, si ce n'est pas la Banque centrale qui peut contrôler justement cet excès de monnaie nocif, ça ne peut être que l'État. Alors l'État, comment ? C'est ça la question. En fait,
L'État, alors, ce qui est préconisé, et notamment, il faudra aller jusqu'au 3e tome hein, pour le savoir. J'espère que l'économie ne se sera pas écroulée avant ça. Voilà. Mais ce qui est en fait, parce qu'il faut aller jusqu'au bout il faut déjà aussi lire ce premier-là pour qu'il n'y ait pas de malentendu dans ce que je vais dire maintenant. Mais concrètement, il y a un mode de régulation qu'on oublie trop souvent. Alors, Keynes a proposé justement le mode de régulation par les dépenses publiques. Mais il l'a proposé dans un certain environnement, c'est-à-dire lorsqu'on est déjà en dépression. Lorsqu'on est en dépression, pour Keynes, finalement, ce n'est pas la politique monétaire qui peut relancer les choses, il n'y a que les dépenses publiques. Mais finalement, avant d'être en dépression, il y a tout ce qui se passe auparavant. Et justement, tout l'intérêt de ce livre, c'est de dire, mais on peut éviter une grosse crise. Parce que la crise, grosse entre guillemets, elle sera d'autant plus grosse qu'on n'aura pas maîtrisé l'instabilité qui sera développée au sein du système économique et au sein de la communauté. Donc tout l'objectif, c'est de contrôler cette instabilité-là et donc de contrôler cette monnaie nocive. Donc l'État peut le faire par le biais d'un régulateur qui s'appelle la fiscalité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, globalement, la fiscalité a une vertu régulatrice. Si vous faites peser la fiscalité sur des choses excessives, on va dire, sur des prix excessifs, eh bien automatiquement, vous allez réguler le système. Voilà. Mais en même temps, il n'est pas question non plus d'imposer davantage d'impôts, on va dire, pour la France, par exemple, parce qu'on est déjà avec des taux de prélèvement obligatoires qui sont excessivement importants. Donc tout l'intérêt, c'est finalement d'avoir une fiscalité différente, qui pèse sur des éléments différents, qui sont, eux, nocifs pour le système, mais qui sera compensée par une baisse de fiscalité qui serait génératrice de richesse réelle. Mais encore faut-il bien diagnostiquer où est le problème, où sont les maux, et qu'est-ce qui risque de provoquer une crise que vous qualifiez de sans précédent. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on pourrait être, enfin plutôt demain, on risque une crise comme on n'en a jamais connue. Exactement. Et elle sera d'autant plus dure et d'autant plus importante qu'on aura passé du temps dans une économie de bulle, c'est-à-dire dans une économie où les actifs financiers sont complètement déconnectés de leur valeur réelle. Votre livre, donc, n'est que le premier, il y en aura 3. Il y en a en fait, il y a 2 autres tomes. Ouais. Monnaie et capital, la nouvelle économie patrimoniale, ça vient de paraître chez Odile Jacob.